Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Monjotin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Hervé Monjotin d'être avec nous dans On se dit tout. On va parler avec vous de votre parcours, de ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes le CEO du groupe Socotec, spécialiste mondial de l'inspection et du contrôle. On va le détailler un petit peu plus tard, mais d'abord on a envie de vous connaître un petit peu mieux. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu le CEO du groupe Socotec? Écoutez, c'est une large question, mais si je devais résumer, c'est le plaisir pour moi d'être en charge. C'est le goût probablement pour embarquer les équipes et avoir de l'impact, que ce soit sur l'entreprise que je dirige ou sur les gens qui travaillent avec moi, et aussi j'espère sur notre environnement. Et puis c'est aussi une passion pour l'entreprise comme lieu de circulation d'énergie, de progrès individuel et collectif. Voilà, c'est un mélange de tout ça qui me porte. Donc l'entreprise pour vous c'était un choix au départ parce que vous avez fait l'ENS. Ouais, c'est vrai que l'entreprise était un peu loin de moi quand j'étais enfant pour plein de raisons. Donc voilà, mes études initiales me prédestinaient pas à l'entreprise, me l'interdisaient pas non plus. Hein, bien sûr. Mais c'est vrai que bon, c'était des études qui m'amenaient plutôt à être académique, normal sup, etc. Et le hasard, c'est vraiment le hasard au départ, a fait que, en cherchant un peu ma voie, je suis rentré dans le monde du conseil à la toute fin des années 80. Une formidable boîte de conseil qui s'appelait Beaux-Arts Consultants. Là, j'ai appris l'entreprise. Pendant 6 ans, parcours classique. Et quand j'étais jeune manager, mon chemin a croisé celui d'un entrepreneur dans le transport international qui s'appelle Norbert d'Entresangles. Moi je suis un enfant de la bourgeoisie parisienne, j'ai fait des études, grandes écoles, etc. Ouais. Lui venait plutôt d'un autre monde. Il y avait zéro chance qu'on se rencontre, on s'est rencontrés. Il a 11 ans de plus que moi et on a bossé 20 ans ensemble. Ça a été une formidable aventure pour moi. Ça a été un mentor pour vous? Oui, clairement oui. C'est-à-dire que c'est des gens extrêmement brillants intellectuellement. J'en ai croisé plein, chez Bossard, ailleurs. Des entrepreneurs de la trempe de Norbert d'Entresangles, je n'avais pas encore rencontré. Donc de ce point de vue-là, ça a été un mentor. Qu'est-ce qui a fait la différence chez lui? Qu'est-ce qui vous a plu? En fait, probablement, quand je refais l'histoire, parce qu'on a travaillé 20 ans ensemble, et on a amené cette entreprise de 300 millions à 5 milliards. C'est quand même pas, voilà, c'est une très belle aventure entrepreneuriale. Je fais partie de ceux qui ont construit cette histoire. Je suis pas le seul, mais je fais partie de ceux qui l'ont construite. Et cette histoire m'a construit professionnellement et probablement un peu humainement. Entre 30 et 50 ans, c'est des années qui comptent. Et pour revenir à votre question, je pense que ce qui marque l'entrepreneur, c'est une forme d'engagement permanent et de persévérance, et ce qui fait que j'ai un peu rééquilibré moi mes Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qui vous a ça, voilà. C'est-à-dire que je mettais peut-être au sommet, on va dire, l'intelligence, la capacité analytique, c'est important, le brillant, et peut-être qu'avec lui, il y a la persévérance dans l'action, le courage aussi, c'est tout ça, et puis c'était une super histoire, quoi. Donc avec le temps, on ne retient que les bons côtés, mais c'était une formidable aventure humaine. Ouais, diriger des people business, hein, c'est ce qui vous. Ouais, ça c'est vraiment ma marque de fabrique. Ouais, je n'ai dirigé que des business, de services et des people business. Je suis pas sûr que je saurais faire dans l'industrie. En tout cas, j'ai pas essayé. Et oui, ça c'est sûr que c'est mon fil conducteur. Socotec, expert de la durabilité des bâtiments. Ouais. Et donc de la performance énergétique du bâti. Comment est-ce que vous avez réussi finalement à être l'un des leaders en la matière? Alors, peut-être pour refaire un peu le film de Socotec, si vous me le permettez. Bien sûr. Donc, d'Entresangles, pour moi, ça a été 20 ans. Un peu la surprise générale en 2015, on vend l'entreprise. J'étais jeune CEO de cette entreprise. C'était ma première expérience de CEO depuis 2012. À la surprise générale, on vend un groupe américain. Et là, il a fallu que je me réinvente. Je venais d'avoir 50 ans. Ce que j'aime, c'est diriger, c'est embarquer. Je suis pas fait pour l'investissement. C'est un autre métier. J'aurais pu prendre cette voie. Et voilà. Et là, mon chemin a croisé celui de Socotec, qui à l'époque était une entreprise qui faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires,
franco-française à 90%, dans le paysage économique français depuis 1953. Donc vous voyez, et c'était vraiment la caricature de la belle endormie, très belle et très endormie. Vraiment une société d'ingénieurs français avec tous les avantages, la substance technique et quelques petits défauts en matière de commerce. Voilà, et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire autour de cette entreprise, et donc j'en ai repris la tête en 2016, il y a bientôt 10 ans. Et on est passé de 500 millions à 2 milliards. Donc c'est comme ça qu'on est revenu dans le top 10 de notre industrie. Notre industrie, c'est celle du test, de l'inspection, de la certification. Mais voilà. Et on a considérablement évolué. Enfin, oui, mais c'est une histoire de transformation, d'internationalisation et de croissance. Parce qu'on est passé de 500 à 2 milliards, d'une entreprise franco-française à une entreprise internationale, parce que la France fait 40% de l'ensemble maintenant. Oui, donc ça, on a vraiment, nous, on est très Europe-US. 15 000 collaborateurs aujourd'hui, on devait être 5 000 à l'époque, moins que ça, et effectivement, on est très concentré sur le monde du building. On est un tiers indépendant, sachant, qui garantit la conformité réglementaire et la performance du building, soit en exploitation, soit en construction. Ça, c'est notre histoire d'origine. Et à ça, on a rajouté le monde des infrastructures. Donc, infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques. Éoliennes, énergie nucléaire, etc. Et on fait ce même métier dans toutes les géographies où on opère, en Europe, Allemagne, UK, Italie, Espagne, Pays-Bas et aux États-Unis, qui est maintenant notre deuxième pays. Donc c'est une très belle histoire Socotec de réveil d'une entreprise qui s'était un peu arrêtée et pour la remettre sur le chemin qu'elle n'aurait pas dû quitter et en faire un très beau leader français avec des racines fortes, très rayonnants, mais déployé à l'international. Voilà. Le testing a considérablement évolué, j'imagine, grâce à l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez Alors, on est plutôt au début de l'histoire quand même. Hein. Oui, enfin, je veux dire, l'entreprise, elle s'est digitalisée évidemment. Voilà, tout ça a impacté Socotec comme nos concurrents. Hein. Donc voilà. Enfin, le digital d'une manière générale, la dématérialisation, l'impact de l'IA sur nos métiers, c'est plutôt une opportunité parce que si vous voulez, nos métiers, on est quand même en contact avec l'économie réelle en permanence. Mais il se passe pas, enfin, nos ingénieurs, même si c'est un métier de col blanc, hein, nos ingénieurs, ils sont sur les chantiers, dans les bâtiments, etc. Il y a la réglementation, mais il y a aussi la prévention des risques. Oui, puis il y a la mesure, il y a la discussion avec les différents acteurs, etc. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qu'on peut accélérer par l'IA, et on a énormément d'initiatives. On a développé notre propre IA générative, on l'a déployée, on développe ça entre la France et les US. Donc on est actif là-dessus. C'est un peu tôt pour vous dire, voilà, ça a complètement révolutionné le métier. Mais l'impact est là, oui, c'est sûr. Et on s'en occupe. Socotec, c'est aussi un maillage territorial fort. C'est ce qui fait la force aussi de Socotec. Voilà, alors c'est un métier de proximité. Oui, Socotec. Les experts. Je vous disais 2 milliards. Je dois avoir à peu près 500 agences dans le monde, dont un petit 200 en France. Vous voyez, donc maintenant que j'ai échangé avec vous, vous verrez des voitures Socotec partout. On a 5000 véhicules. La majorité d'entre elles est électrique d'ailleurs en France. Voilà, c'est un métier de proximité. Les Américains disent you need to have your boots on the ground. Il faut être sur le terrain, à côté du client. Les écosystèmes construction sont très locaux. C'est moins vrai dans les infras où c'est le monde des grands projets, mais la construction, ça reste un écosystème local. Et justement, alors quels sont les talents qui sont recrutés chez Socotec, le profil ingénieur Alors nous, on recrute massivement des ingénieurs et des techniciens, filles et garçons, même si la technicienne est une denrée très très rare. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de 30% de femmes dans l'entreprise. C'est un ratio qui bouge pas tellement, voilà, parce que les écoles qui font... Vous le déplorez, ça? Bah oui, bien sûr, oui. Alors pas simplement parce que c'est politiquement incorrect, mais parce qu'on voit bien que dès qu'il y a de la mixité, enfin, quelque part, il y a un enrichissement qui se fait. Bon. Donc on s'en occupe, mais on peut pas faire plus que ce que produit le système éducatif. Donc on recrute, vous voyez, l'année dernière, on a recruté 3000 personnes, c'est beaucoup, dont la moitié en France. Donc on a vraiment, le recrutement est vraiment installé au cœur de nos processus. Ouais. Ça, c'est dû à quoi? Parce que les risques se multiplient? Non, alors c'est dû à notre croissance organique. On a 6-7% de croissance organique, c'est ce qui est chouette. On a fait une centaine d'acquisitions en 10 ans, on fait 10 acquisitions par an. Vous voyez. Donc la dynamique de l'entreprise fait que on a ces besoins de recrutement. Et après, si vous vous intéressez aux sous-jacents,
de notre activité. Qu'est-ce qui fait que il y a des besoins émergents? Oui, c'est généralement lié d'une part à de nouveaux risques. On peut parler par exemple du vieillissement du bâti d'une manière générale, avec les effondrements en série qui vont beaucoup frapper les esprits, ou un certain nombre de ponts qui sont à risque en France, ou des nouveaux risques comme les PFAS dont on parle beaucoup, vous voyez, dans l'environnement. Voilà, c'est tout ça. Donc, mais la moitié de mon activité est vraiment une activité plutôt de type conseil, conseil très technique. On n'est pas McKinsey ou BCG, mais conseil au service de la transition environnementale énergétique. Et l'autre moitié, c'est effectivement plutôt des sujets de conformité réglementaire. Vaste chantier en tout cas. Merci beaucoup. On va passer à la question de nos partenaires à présent. Allons-y. La question de VL Media, le média d'information de référence des jeunes, juste après le jingle. La question de VL Hervé Montgentin, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Comment est-ce que vous donnez du sens au quotidien à vos collaborateurs ingénieurs? Ça, c'est un sujet qui me passionne. Alors, plein d'éléments de réponse, mais fondamentalement, l'entreprise, c'est un cadre qui tient très bien et qui permet à chacun de s'engager. Je crois énormément à ça. Et de ce point de vue-là, j'achète moyennement tous les discours sur la génération X, Y, Z. Voilà, chaque génération a des caractéristiques, mais le besoin d'engagement, il est toujours là. Et l'engagement, vous le créez en articulant toujours, enfin, deux choses. D'une part, c'est le temps court, le temps long. Le temps court, c'est celui de la performance. Ok, pour être vivant après-demain, il faut déjà délivrer aujourd'hui. Et je pense que la performance a un caractère esthétique. Une entreprise qui marche bien, personne n'est insensible à ça. Ça marche, ça tourne, etc. Comme une équipe de sport. Puis après, il y a le temps long, ce à quoi on sert. Alors nous, on a la grande chance d'avoir une raison d'être puissante, qui est de permettre de rendre le monde plus soutenable, plus sûr, etc. On l'exprime en anglais. Je sais que vous n'aimez pas trop ça. Building trust for a safer and sustainable world, qui est là depuis toujours. Et puis la deuxième chose, et ça c'est probablement peut-être plus une marque de fabrique personnelle, c'est d'installer en permanence un narratif puissant. Vous voyez, nous on est une entreprise à l'origine très franco-française, presque un peu franchouillarde. On est parti à l'international. Je passe un temps infini à expliquer pourquoi on fait ça, comment on le fait, même si le quotidien du patron d'agence d'Aurillac, il n'est pas impacté par l'acquisition qu'on a fait récemment à Seattle. Et pourtant, ça m'intéresse diablement que ça le concerne. Voilà, je veux que chacun se sente au centre de l'histoire et pas en périphérie de l'histoire. Voilà comment je répondrai à cette question. Question de Solon à présent, notre autre partenaire de cette émission. Solon qui accompagne les dirigeants dans leur influence sur LinkedIn, c'est juste après le jingle. La question de Solon, comment est-ce qu'on peut être authentique sur LinkedIn tout en ayant une stratégie de communication structurée selon vous? Mais écoutez, j'avoue que cette question m'a amusé parce que moi j'ai pas LinkedIn, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. La première réponse c'est j'écris tous mes posts déjà. Je dois en faire je crois 3-4 par mois, j'imagine. Ouais. C'est le seul réseau que vous utilisez ou... Oui. Moi je suis pas très fan des réseaux Et en fait c'est un outil de com interne et externe et je l'utilise donc pour être sincère, les gens savent que c'est moi qui écris. J'ai mon style. Ça, on le sait pas forcément. Oui, mais ça se voit. Ça se voit. Y compris ce qui renvoie un peu à votre statut de boomer. Ouais. Parfois, mes enfants, j'ai 4 enfants, ils se moquent de moi. Oui, bien sûr. Mais je m'en fous. C'est moi, voilà. Et c'est vrai que je mets beaucoup en avant la dynamique collective. J'aime bien faire ça parce que d'abord elle est spectaculaire chez Socotec, donc je me force pas. Et parfois, je vais vous dire, hier j'étais avec mes parties équipes françaises. Voilà, ça fait longtemps que je les avais pas vues parce que je voyage beaucoup. Il y a eu un côté reconnexion, une espèce de vibration dans la réunion et tout. Je suis content, à la sortie de dire, faut que je dise quelque chose sur cette affaire. Voilà. Bon, c'est pas plus sophistiqué que ça. C'est moi qui les écris et je pense que les gens me reconnaissent dans ce que j'écris. De l'authenticité, voilà. Ouais. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Et cette fois, c'est vous qui allez poser des questions, peut-être interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Hervé Montgentin, c'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes. Vous pouvez interpeller, pousser un coup de gueule, questionner, c'est vous qui voyez, face caméra, droit dans les yeux. C'est à vous. Comme beaucoup, aujourd'hui, je suis
inquiet par l'évolution de la donne politique française, avec deux narratifs extrêmement puissants qui phagocytent tout le paysage, deux narratifs extrêmes à gauche et à droite, qui à la fois sont dénués de sens au plan économique, enfin amènent le pays dans une impasse absolue, et amènent à une fragmentation supplémentaire de notre pays, donc deux narratifs qui personnellement m'inquiètent beaucoup. Et je suis frappé par la difficulté que nous avons à avoir un narratif central, simple, qui parle à tout le monde. Et il me semble que ce narratif aujourd'hui devrait être autour du travail, qui me paraît être la mère des batailles en France. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà maintenant plus de 15 ans que je suis CEO, j'ai dirigé deux entreprises avec de fortes racines françaises qui se sont projetées à l'international. Ce qui me frappe, et je suis pas le seul, parce que je parle souvent de ça avec mes pairs, c'est que un collectif d'entreprises français, honnêtement, quand je le compare avec d'autres en Europe et aux États-Unis, qui sont mes points de repère principaux, j'ai pas vu tellement mieux en termes d'engagement, de compétences. Et je me dis, cette capacité qu'ont les entreprises françaises à performer, à générer de l'engagement, pourquoi nous ne l'assumons pas plus en disant, bah oui, le travail, c'est pas quelque chose qui est une espèce de malédiction, vous savez, c'est une espèce de bon courage qu'on vous dit le matin, qui n'a aucun sens, expression française que je déteste. Le travail, c'est une manière de s'accomplir, de retrouver aussi une dignité sociale pour ceux qui en sont exclus. Et il se trouve qu'en France, on est le pays dans l'OCDE où un des pays où on travaille le moins, pas tellement pour les actifs, mais parce qu'on rentre tard dans le marché, on sort trop tôt. Donc ma question, ma recommandation, c'est installons un narratif puissant autour du travail, qui est aussi pour moi très connecté à cet enjeu de souveraineté. Et ça, tous les Français sont en attente et le comprendront. Il n'y aura pas de souveraineté française sans un effort ou un réenchantement du travail, et il faut que le travail paie plus, et donc on peut pas faire porter tout notre système de solidarité par le travail, ça n'a aucun sens. Et oui, aujourd'hui, le travail ne paie pas assez, je le vois avec les jeunes diplômés, qui en euros constants gagnent moins que ce que je gagnais moi quand j'ai commencé à travailler, et oui, ça c'est un problème. Donc le travail me paraît remettre le travail à la fois de manière symbolique et puis technique par les problèmes de coûts sociaux associés, me paraît un sujet absolument central. Je trouve qu'on a installé une espèce de représentation, et de ce point de vue-là, je suis très critique sur les 35 heures, une espèce de poison lent qui consiste à dire le travail, il faut surtout s'en tenir à distance. Ouais. Je pense que c'est une énorme erreur. Voilà, le message est passé, merci. Beaucoup. C'est vrai que les jeunes ont d'autres... revendications, en tout cas, quand ils entrent dans le monde du travail aujourd'hui. Oui, mais c'est pas incompatible. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. Merci infiniment. On en avait aussi, hein. C'est juste se dire que le travail peut être un moyen de réalisation personnelle. Complètement. Il faut le faire comprendre, en tout cas. Et voilà. Et moi, je suis très frappé pour des jeunes très diplômés qui ont une bonne employabilité. Voilà, si t'as pas eu ta rupture conventionnelle avant 30 ans et que t'as pas fait le tour du monde, t'es un con. Je pense que c'est un problème pour une société telle que la nôtre. Voilà. Remettre le travail au centre. Ouais. Merci infiniment. Restez en place. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Hervé Monjotin, merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.